Shalom Aaron. Shalom, shalom. Anishma. Baruch Hashem. Yofi. Et comme ça fait quelques semaines que Baruch Hashem, j'ai le plaisir de t'avoir dans mes cours à la Yeshiva. Et je savais que tu avais fait 3 ans dans Golani. Je savais aussi à quelle période, la période pendant la plus longue guerre de l'État d'Israël. Mais je ne savais pas vraiment ce que tu avais vécu. Ce que je savais, c'est que tu étais très lié avec la Torah. Dans mes cours, tu avais des bonnes questions, tu étais sérieux. Et je me suis dit, waouh, on a quelqu'un qui a été combattant 3 ans dans Golani et qui est ressorti comme ça, très renforcé en Torah. Donc je me suis dit, si tu peux, s'il te plaît, faire une sira. En français, il n'y a pas trop de traduction, c'est une intervention, une discussion comme ça, avec nos élèves du Mahon qui rentrent à l'armée là dans 2 mois. Pour, si tu veux, leur parler de des challenges de l'armée au niveau Torah, au niveau religion, de les renforcer, etc. Et donc on organise cette sira là il y a 2 semaines, 2-3 semaines, et en fait c'était beaucoup plus puissant que ce que je pensais, que à quoi je m'attendais. Tu as commencé ta sira comme ça en me disant Raverim, il y a une question avec laquelle je me balade dans la tête de temps en temps, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont partis et il y en a qui sont restés. C'est un petit peu dur de savoir qu'il y en a qui sont partis et moi je suis resté. Pourquoi est-ce que moi je suis resté? Et en fait, le fait de vous parler et de partager mon histoire, ça répond un petit peu à la question de pourquoi est-ce que moi je suis resté. Là, directement, ça a fait un choc dans ma tête. Ça m'a rappelé la phrase que ma grand-mère m'a dit, qui a survécu la Shoah, qu'elle se balade aussi avec cette même question. Elle a au prochain, elle a 91 ans aujourd'hui. Dans la Shoah, elle avait 6 ans. Et elle se balade avec cette question aussi. Comment est-ce que moi j'ai survécu et d'autres non? Et je me suis dit, ok, ça va être une sira particulière. Est-ce que je peux enregistrer? Oui, boum, j'ai enregistré. Et la vérité, c'est que c'était une des sirotes les plus fortes que j'ai entendues de toute ma vie, puisque tu as témoigné de ton 7 octobre, ce que tu vas faire maintenant. Il y avait toute une première partie où tu donnais des conseils comme ça aux futurs soldats. Cette partie-là, on ne la fait pas maintenant. Okay, peut-être qu'on fera une vidéo, la vérité, avec conseils pour ceux qui veulent s'engager. Ça va être très sympa, une vidéo plus courte, etc. Ça aiderait beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés. Mais là, on va se concentrer sur le témoignage même. Donc, ton 7 octobre à toi, ton histoire. Où est-ce que tu es un petit peu avant et surtout, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre même? La vérité, déjà, c'était un plaisir pour moi de leur raconter un peu mon histoire au niveau du 7 octobre et de mon Shirut Tzvaï, et de le partager. Et comme tu as dit, l'une des questions que je me posais beaucoup, et encore aujourd'hui, mais avec le temps, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui renforcent les réponses. L'une des questions, c'était pourquoi moi, je suis resté en vie et pourquoi pas d'autres. Déjà, pour dire la vérité, j'ai eu la chance de voir que c'était vrai, que c'est les meilleurs qui partent. C'est les meilleurs qui partent parce que tu le comprends qu'après, et tu le comprends des fois quand les gens ils partent, tu comprends qui c'était. Et j'ai vu en faisant un peu un refill dans ma tête de qui était parti que je connaissais bien, et j'ai compris qu'ils étaient pas de ce monde, même avant qu'ils partent. Donc c'est pas qu'une rumeur, au moins à mes yeux. Et cette question-là qui me trottait un peu la tête encore aujourd'hui, pourquoi moi je suis resté en vie et pas les autres, et je pense qu'il n'y a pas de réponse à part avec de la Emouna. S'il n'y a pas d'Emouna, je pense qu'on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Mais on peut aussi trouver des raisons personnelles pour lesquelles on est resté en vie. Et je pense que l'une d'entre elles, et même j'en suis sûr, c'est de pouvoir être là aujourd'hui grâce à toi qui me permet de, Bezrat Hashem, les gens qui verront cette vidéo, pouvoir tout simplement raconter la main d'Hachem et à quel point il était là pour moi, pour les gens qui étaient avec moi le 7 octobre. Je ne vais pas raconter toute l'histoire du 7 octobre en détail parce que ça prendrait plus qu'1 heure. En gros, je pense que je vais raconter une des histoires qui pour moi jusqu'à aujourd'hui est dans ma tête et m'aide au jour le jour, et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. J'ai commencé mon armée en novembre 2022. J'ai fait Golani normal, Gdoud Shlosse pour ceux qui connaissent, et j'étais là-bas 8 mois. J'ai fait la formation normale. Après les 8 mois, on est arrivé tout de suite, on est monté à la frontière de Gaza. Donc pendant 3 mois, c'était un peu une routine qui était la journée, on protégeait les fermiers qui étaient à côté de la frontière, et le soir, entre 7 et 9 heures,
il y avait les Gazaouis qui venaient et qui faisaient un peu de bêtises, un peu de problèmes au niveau de la frontière. Et on les repoussait et ils revenaient, c'était un peu tous les jours comme ça. Là, on est en août 2023 ? Ouais, exactement. Août, septembre. Okay. Et à un moment donné, 2 semaines avant le 7 octobre, il y a mon Magad, Zichrono Libraha, Tomer Greenberg, un homme incroyable, qui vient nous réveiller pour les 50 ans de Kippour, qui vient nous réveiller en pleine nuit avec une géante baffe à 3h du matin. Il rentre dans notre chambre. Il met la Hazaka à fond et il dit « Vous avez 5 minutes pour être devant, prêt pour la guerre. » Et on se regarde tous, qu'est-ce qu'il a ? Non, en plus, on avait oublié que c'était les 50 ans qui on était là en mode il est devenu fou. Tu savais que c'était un exercice ou pas ? Je savais que c'était un exercice, mais il était vraiment sérieux. Donc on s'est dit waouh, genre c'est quand même bizarre, mais tu connais, à l'armée il n'y a pas vraiment de logique, donc on fait ce qu'il y a à faire. Et s'il veut en 5 minutes on sera prêt, et au Hachem on était prêt. Et malheureusement, mais 2 semaines après, c'est vraiment ce qui arrive. Je ferme Shabbat avec la moitié de ma plouga, donc on était à peu près 40 en tout. Et vendredi matin, on commence les préparations pour Simchat Torah. Et il faut savoir, et je vous l'ai raconté aussi dans la Sikha, mais ce soir-là, moi à Golani, c'est pas des gens religieux, presque pas. Et je me rappellerai toute ma vie l'ambiance qu'il y avait eu le vendredi soir. On était 40 sans nos parents avec du manger qui était pas fou, mais pas forcément content de rester à la base. C'est ça, mais on a sorti les Sifrei Torah et on a dansé ensemble pendant peut-être 20 minutes. Mais on aurait dit que c'était vraiment longtemps de kiff. C'était une ambiance incroyable que même les religieux, les pas religieux, si je leur demande aujourd'hui, ils me diront c'est vrai que c'était incroyable. Et vendredi soir passe, samedi matin on se réveille et on prend les véhicules, ça s'appelle les Hamer. On prend nos Hamerim et on va se positionner. Là on se positionne normalement à peut-être 250 mètres ou un peu moins de 200 mètres de la frontière. Donc on a la vue parfaite sur la frontière. Et voilà, chacun, il y en a un qui fume sa clope, un qui boit son café. C'était Shabbat, donc je faisais Shabbat. Donc j'étais avec mon Mefaket qui était à côté de moi, on parlait, on discutait. Et de nulle part, d'un coup, bam, un énorme patsmar. C'est un obus. Ouais, à 3 ou 5 mètres de nous. Donc on le regarde, et voilà, comme des Golan Chikim qui se respectent, on rigole. On rigole, je sais pas s'il faut que je le raconte, mais on rigole. Okay. Et on rigole un peu moins quand il y en a 15 qui débarquent de partout. Donc ça nous fait un peu bizarre, on comprend qu'il y a un problème. On met Faket qui crie « Tout le monde mettez vos casques et venez tout de suite en voiture ». Il faut savoir que aussi l'un de mes tafkidim, c'était que j'étais Nahag pendant ces moments-là. D'accord. J'étais avec le même paye, le Shob et aussi Nahag, donc mon conducteur, pour ceux qui ne comprennent pas. Et à ce moment-là, donc, ça tombe un peu partout. Boum, Azaka, mon Mefaket qui se prend beaucoup de pression et qui dit tout le monde dans les véhicules. On rentre dans les véhicules, on commence à prendre le Kesher et on entend les Tatspitaniot, qui étaient les Tatspitaniot de Nachaloz. Les Tatspitaniot, c'est celles qui regardent les caméras pour voir la frontière en fait. Exactement. Et en fait, on n'entend pas très bien les Tatspitaniot et on entend quand même un peu des cris, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe, des pleurs. Et en réalité, après on comprend ce qu'elle voyait avant nous. Qu'ils commençaient à venir, à se préparer, à avancer vers le Gader, ce que nous on ne voyait pas encore. Et là commence Tseva Adom, donc des grosses azakotes, beaucoup de missiles, on comprend qu'il y a un problème. Et de nos propres yeux, en fait, on voit à 250 mètres, même pas 200 mètres, on voit beaucoup de Gazaouis commencer à se rapprocher. Donc on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais on comprend quand même qu'il y a un problème, un gros problème. Et explosion du Gader. Explosion de la barrière. Et mon Mefaket, il comprend à peu près ce qui se passe. Il nous met tous en ligne. Moi, qui est derrière, qui vérifie qu'il n'y a personne qui vient. Et à 7-8, on est tous en ligne. Et il commence à tirer vers les gens qui rentrent dans le Shetar d'Israël. On reste là-bas pendant 25 bonnes minutes. Je pense que tu comprends, mais les 25 bonnes minutes, c'était pour nous, dans notre tête, peut-être 3 heures. Donc, pour la première fois, des petits jeunes, tu vois, qu'on a 18, 19 ans, ils tirent vraiment, c'est plus dans les entraînements, ça veut dire ils tirent 10, 20, 30 chacun, ça veut dire on rentre vraiment dans un mood qu'on ne connaît pas.
mais on y est. Et à ce moment-là, c'est que nous qui sommes là-bas, donc on fait ce qu'il faut. Et au Hachem, on essaye d'un peu les repousser, et jusqu'au moment où on comprend que, en fait, on voit nos propres yeux, on voit que comme ils arrivent vraiment beaucoup, ils commencent à arriver aussi en moto et en voiture, on voit que si on reste au même endroit, ils vont nous contourner, et à ce moment-là où ils vont nous contourner, s'ils viennent par derrière, c'est fini. Donc mon Mefaken, il me dit, Aaron, prends prends ta voiture, et nous on prend la deuxième voiture, on va en arrière. On va en arrière, on arrive à Nachaloz, à l'entrée de Nachaloz, à la base. Okay. Sauf que le problème, c'est ta base à toi, hein. C'est pas ma base, c'est ma base en réalité générale. D'accord. Mais là où je dormais, c'était à Loumim, à 3 minutes en voiture. Ok, donc tu arrives à la grande base, on va dire. Donc j'arrive en fait à la grande base, exactement. J'arrive à la grande base avec les deux voitures. Et à ce moment-là, on ne sait pas vraiment quoi faire, parce que celui qui était notre commandant, c'était le Samgad. Il y a le Magad et le Samgad. Et le Samgad, malheureusement, on comprend qu'il a été blessé gravement à la tête. Au prochain, il est vivant, après 12 heures avec une balle dans la tête, après 12 heures. Donc ça aussi, un essai incroyable. Et, parce qu'en fait, les terroristes sont déjà rentrés dans la Nachaloz. Okay. C'est qu'on comprend en arrivant à l'entrée qu'il y avait déjà des Mechablim qui étaient dedans, des terroristes qui étaient déjà dedans, on entend quand même quelques coups de feu, quelques cris, donc on comprend à peu près ce qui se passe, et on est en gros dilemme, est-ce qu'on rentre ou on rentre pas? Dans la base. On ne sait pas exactement quoi faire. Et en plus, ton chef, si tu veux, il répond plus. Le Samgad, il répond plus à mon Mefaked, à mon Mempei, okay. Donc le Mefaked de la Plouga, donc même lui, on est un peu en... Ils savent pas trop comment diriger les gens. Donc on reste caché en fait dans des buissons à l'entrée. Ouais. Et Zichrono Libracha, je vois le Mempei de la Plouga Gimel, qui s'appelait Shiloh Areven, une merveille, un homme incroyable, qui arrive avec en fait 8 de ses Khayalim, donc exactement comme notre groupe, c'était des Benishim pour la plupart. Et il dit, il avait une balle, il s'était pris déjà une balle dans la main, il est devant, il prend les 8 Khayalim et il dit nous on rentre. En Malasot, on rentre. Il rentre et malheureusement il y avait quelques snipers voilà, du Hamas qui étaient là-bas, donc ils tombent tous, à part un qui s'appelle Shimon Malka, qui revient me voir pas bien du tout. Que toi tu connaissais? Que je connaissais de vue, quoi, et qu'on parlait de temps en temps. Il revient me voir et il me dit écoute Aaron, si on reste ici, c'est fini pour nous. Donc choisissez, mais on ne peut pas rester là. Et le Magad, à ce moment-là, donc Thomas Greenberg, il parle à mon Mempei, à mon Mefaket Plouga, qui était avec nous, et il lui dit écoute, c'est compliqué ce que je vais te dire, mais en tant qu'armée, on est là pour aider avant les soldats, aider les citoyens, aider les civils. C'est pour ça qu'on est là. Notre but, notre base et notre mission, c'est d'aider en fait et sauver ceux qui sont dans les kibbutzim. Lui, il était à la maison en fait ce Shabbat-là. Il était à la maison. Parce que c'est le Samgad qui l'a remplacé. Exactement. Et là, il est sur la route. Sur la route, qui a picanto, téléphone, l'arme, et il y va. Et il donne des ordres, quoi. Exactement. Et donc, il vous dit à vous, en fait, vous allez pas protéger les soldats, vous allez protéger les civils, parce qu'on sait déjà qu'il y a des terroristes qui sont rentrés dans les kibbutzim, en fait, qui sont sur la frontière, et c'est là-bas que vous avez vu. Exactement. Et vous êtes 8, en fait. On est 8. Ouais. On est 8 plus 1, qui est Shimon Malka, qui rentre aussi dans la voiture. Et c'est toi qui conduis? C'est moi qui conduis. Il faut savoir que la voiture finit, elle était presque en feu, mais on est quand même dans le prochain, on est quand même y arrivé. Je commence à bombarder avec la voiture et les copains dedans. On se fait tirer dessus aussi en route, mais au prochain il était blindé donc rien. Et le premier kibbutz on arrive à l'entrée de Kfar Aza. Kfar Aza. Je sais pas si exactement c'est vrai, mais j'avais entendu je crois d'un journaliste, on était les premiers, vraiment les premiers à rentrer. Tu m'as dit quand ils ont vérifié, toi t'étais le 3e soldat. Ils disaient que c'était 3e, après je sais qu'il y avait encore des rumeurs avec Douf Devan et le Shabak et tout ça, donc je veux pas dire de bêtises, mais vous êtes en tout cas dans les premiers à rentrer dans... On va dire qu'on a vu personne qui était de chez nous. Ok. Donc je pense qu'on était seuls. Mais en gros, on rentre dans Kfar Aza. Ce qui se passe là-bas, c'est long. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de détails. On arrive, il y a quelques terroristes à droite, il y en a qui y vont, on reste au même endroit. Baruch Hashem, ça se passe bien, ils reviennent, encore quelques-uns là-bas, on y va. Baruch Hashem, tout se passe bien, jusqu'à qu'on comprenne, au bout de 20 minutes, on est là-bas, que
mon Mefaket, je reçois un coup de fil, comme quoi il y a une plouga entière de Nourbot. Nourbot, c'est un peu genre les Sayeret du Hamas, qui arrive. Maintenant, il faut savoir que c'est 150 terroristes. 150 terroristes 150 terroristes d'élite qui arrivent et ils disent au Mefaket au téléphone, c'est que nous, quoi. Nous, on est 8 contre les 150. Et je me rappelle que ce moment-là, c'était déjà compliqué quand même, parce que tu te dis, bon, c'est fini. Et si, t'as eu ce genre de pensée là, ouais, à ce moment-là déjà? À ce moment-là, je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était vraiment le moment où je me suis mangé une belle rasra. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, j'ai 20 piges, même pas. On est à Shabbat, j'ai pas parlé à mes parents. Il y a 150 personnes qui viennent pour. T'as ton téléphone sur toi? Non, j'ai pas de téléphone parce que c'était Shabbat. Et on se prend quand même une belle rasra, surtout quand je regarde mes amis qui sont exactement dans le même matzav que moi. Et le Mefaken. Et mon Mefaket qui est aussi dans le même matzav que moi. Mefaken ou Katsi? Katsi. Ok. Mais on l'appelle Mefaket. Voilà. Et on comprend ça. Et en fait, on reste dans des buissons. Et donc par hasard. Ouais, donc par hasard. Et un des nissimes, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui passent qui ne nous voient pas. Des voitures du Hamas qui passent et qui ne nous voient pas. Et au bout de quelques temps, on va commencer en réalité on comprend qu'on est seul. Donc ce qu'on a à faire, c'est de rentrer dans les maisons pour vérifier s'il y a des terroristes et s'il y en a, pouvoir Bezrat Hashem faire le ménage jusqu'à qu'il y ait un problème, ou Chas V'Shalom, qu'il arrive quelque chose. Et Baruch Hashem, c'est ce qu'on fait. Ce que tu vois devant toi, il y a des civils aussi, t'entends? Ouais, il y a des civils, beaucoup de coups de feu, donc t'entends pas vraiment grand chose. Baruch Hashem, pas de cris à ces moments-là, mais quand même on comprend que déjà on voit des civils qui sont par terre morts. Et en fait je me rappelle, bon c'est un peu personnel de dire ça, mais je me rappelle de quand j'ai compris vraiment ce qui se passait, c'est qu'il y avait un civil qui en fait avait été arroser ses plantes, et il était en fait par terre mort, avec encore l'arrosoir dans la main. Et j'ai compris ce qui se passait. J'ai compris que même les gens du kibbutz n'ont pas compris en réalité la vitesse dans laquelle ils sont venus, même des gens qui ne savaient pas. Donc on a compris en réalité, on a fait le switch de ok, il y a des citoyens israéliens qui sont là, il n'y a que nous armés, à part quelques personnes avec des glocks, mais sinon c'est rien. Notre mission, c'est l'homme chané, ce qui va se passer, on est là jusqu'à la fin. Et quand on rentre, Baruch Hashem, dans donc t'as cette pensée à toi, tu te dis. Ouais, on comprend ça. Et on rentre dans ce mood-là, Baruch Hashem, nous 9. Et on commence, en fait, je sais pas si on peut dire de rue en rue, mais de simta en simta, à rentrer de maison en maison, quelques petits combats par-ci par-là, mais pas vraiment grandiose, jusqu'à une scène qui est importante pour moi que je raconte ici, et ça va être la plupart de l'histoire, c'est qu'on arrive en fait à un moment donné, on est plusieurs en ligne. Moi, je suis le premier avec le Mefaken à ce moment-là. Normalement, j'étais tout le temps dernier. À ce moment-là, je suis le premier et je vois à peut-être 30 mètres de moi, en fait, 4 personnes, donc 4 terroristes avec des bandeaux noirs, rentrer dans une maison. Et je le dis à mon Mefaked, et mon Mefaked, il me dit, tire leur dessus, genre, tout de suite. Et je leur tire dessus. Je tire, je pense, 1 ou 2 balles. Et au moment où je tire ces 2 balles, on se prend, je pensais pas que c'était possible, mon doigt se fait rafaler pendant peut-être 6 à 7 minutes, sans 1 seconde d'arrêt. Et en fait, ils avaient 2 PKS. C'est comme les Negev, c'est des grosses mitrailleuses avec les balles de Kalachnikov. Okay. Et ils nous tirent dessus pendant 7 minutes. Et ce qui fait qu'en fait, il y avait Mina Shamaim, mais il y avait une petite muraille, mais vraiment une petite muraille qui était parfaite que pour nous 9. Ouais. Et on se retrouve à genoux, où ils nous tirent dessus de partout. Tu te caches sous en fait, on est vraiment comme ça, caché en dessous de la muraille, et on peut pas lever notre tête. Ouais. Impossible. Et vous êtes protégé quand même. Mais on est quand même protégé. Ouais. Et moi, j'étais juste à côté de mon Mefaken, et je me rappelle de son regard où pour rigoler, j'avais dit Shabbat Shalom. Tu vois, mais ça venait du cœur, tu vois. Je me suis dit, voilà la vie, comment elle est. On était il y a 2 heures en train de boire le café, et là on se retrouve. C'est genre le décalage. Le décalage qui était en réalité au pire moment, pas marrant, mais on va dire un peu ironique. Ça veut dire que c'était un peu incompréhensible, ce moment-là.
Il rigole. Et il rigole pas du tout. Et il rigole pas du tout. Mais moi, je suis un peu fou, donc on va dire que je rigole tous. Pas je rigole, mais t'as compris. Fais une autoblague. Exactement. Okay. Et à ce moment-là, en fait, j'ai deux amis à moi qui étaient de notre groupe, qui décident de lever la tête et de faire comme ça avec la mitraillette, voilà, comme dans les films. Et sauf que il se prend tout de suite, un d'entre eux, 3 balles dans l'épaule, donc il tombe, il crie. Et le deuxième, il y a une balle qui touche la muraille, pile au moment où il a levé la tête, et il y a une petite pierre qui lui a rafalé l'œil, et il est rentré dans ce qu'on appelle un post-trauma direct. D'accord. Il peut plus bouger. Choc, freeze, je sais pas exactement comment on dit ça, mais on a 2 blessés en 1 seconde, dont un qui hurle. Et on se regarde tous, et au moment où on se regarde tous... Techniquement, mais t'entends quelque chose, ça veut dire avec tout ce bout parce que tu m'as dit que t'avais pas de... Non, j'avais pas de boule caisse. En fait, je pense que l'humain, quand il est dans un... Moi, c'était comme ça. Mais quand t'arrives à quelque chose comme ça, je pense que tes rouchim, je sais pas comment on dit, mais tes sens, ils sont beaucoup plus hauts. Donc, on s'entendait parler, même s'il y avait énormément de bruit autour. Mais c'est sûr que maintenant, je te jette dans un endroit comme ça, t'entendras rien. Mais avec le stress, l'adrénaline, les gens, ce qui se passe, ton cerveau, on s'entendait. Et à ce moment-là, on se regarde. Donc, pour revenir, les 2 blessés, ça nous tire de partout dessus. On est vraiment accroupis, on se regarde. Et le premier, mais l'un des plus gros nesses, c'est que d'un coup, de nulle part, pour aucune raison, un silence incroyable, plus une balle tirée sur nous. Plus une balle. Et on comprend pas. C'est qu'on est vraiment choqués. On se regarde, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il court vers nous, on comprend pas. On se réveille, hop, tout le monde, on va en arrière, on prend les 2 blessés avec nous, et Baruch Hashem, derrière nous, en fait, c'était des petites maisonnettes, comme il y a dans les kibbutzim, et on se retrouve, en fait, devant la maison, on va derrière, on doit laisser les 2 blessés, et 2 petits escaliers qu'on monte, et on arrive, en fait, sur le toit, nous 7, on arrive sur le toit. Sur le toit, il faut savoir que comme c'est des petites maisons, et que les terroristes, ils sont en dessous de nous, les toits, ils sont courts, ça veut dire que si tu restes debout, ils te voient. Donc, on se retrouve automatiquement allongé sur le dos, en ligne, nous 7, les blessés en bas, et la tête vers le ciel. Comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens religieux qui sont avec moi, mais à ce moment-là, j'ai vu ce qui se passe pour chaque juif quand il est vraiment dans la galère. Mais chacun, on était les yeux vers le ciel. Et je me rappelle que moi, dans mon cœur, j'avais fait Shema Israël à ce moment-là. J'avais fait Shema Israël et je voyais des gens en fait qui étaient pas du tout, qui regardaient le ciel, et en réalité, même sans dire 2 mots, je sentais qu'ils priaient. Tout le monde. Tous. Vraiment, c'était un moment incroyable que je me rappelle aujourd'hui et tous les jours de ma vie, mais je me rappelle de ce moment-là. Et c'est ce qui se passe pendant 5 minutes. On essaye d'être les plus silencieux possible et on commence à entendre des voix, ou même ils parlaient en hébreu, avec un bel accent arabe. Donc, on comprenait que c'était eux, mais qui étaient bien à côté, bien proches de nous. Et on se dit, voilà, on continue, mais ça va être compliqué. Parce qu'on a vu le taux de balles qui nous ont tiré dessus, et la position qu'on a maintenant, c'est fini. Et encore une fois, ce sentiment-là d'un peu, malheureusement, d'Yéhouch, mais de désespoir. On va comprendre qu'il y en a pas. Parce que, à ce moment-là où je fais Shema Israël dans mon cœur et qu'on se regarde un peu tous comme ça, il y a mon MP qui reçoit un numéro masqué, qui l'appelle, il répond pas au premier appel, et je lui dis, Bonnie, réponds, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, réponds. Il me dit, non. Et il rappelle. Il dit, vas-y, c'est quoi, je réponds. Il avait pas beaucoup de batterie, il répond. Et ils lui disent au téléphone, regardez tout de suite vers le ciel. Il comprend pas, moi j'entends, c'était un haut-parleur et je suis à côté de lui, donc je regarde, il dit, vous voyez un petit point noir? Et je cherche, je fais, ouais, on voit un vrai tout petit point noir. Il nous dit, dites-moi, dans un beau ciel bleu. Dans un beau ciel bleu. Il nous dit, dites-moi tout de suite, les gens qui sont sur le toit, c'est vous ou c'est des terroristes? On dit, c'est nous, c'est Tzahal, c'est Tzahal. Pas de problème, comptez jusqu'à 5. On compte jusqu'à 5. Et au bout de 5 secondes, tout qui pète autour de nous. Mais
J'ai vu beaucoup de missiles, Baruch Hashem, les booms, les bruits. À ce moment-là, on croyait que nous, on explosait. Sauf que Baruch Hashem, en 5 minutes, on se retrouve à descendre de ces escaliers et reprendre les blessés et voir tout autour peut-être 30 à 40 terroristes qui venaient pour faire ce qu'ils avaient à faire, et Baruch Hashem qui se retrouve bien mort, Baruch Hashem. Ce point noir, c'est quoi? C'est un drone? En fait, ce point noir, c'était un drone. Okay, d'accord. C'était un drone téléguidé de loin où ils ont réussi à nous attraper grâce à mon RASAP, quelqu'un qui était même pas là-bas. Une histoire de fou. Okay, mais sur le moment, en fait, on se retrouve vraiment en bas à comprendre ce qui se passe et que sans ça, ça aurait été chaud. Ouais. Et on voit Baruch Hashem, tous les terroristes par terre. À ce moment-là, on continue notre journée et je me rappelle en fait que on a continué comme ça pendant... Ça, tu prends les blessés, tu les remets dans la voiture, quoi. Ouais, en fait, on prend les blessés. Au bout de 2-3 heures, on arrive dans une maison. On comprend qu'il perd beaucoup de sang, l'un des blessés. Et on se dit, si on l'emmène pas maintenant quelque part, c'est fini. Et Baruch Hashem, encore un S, mais on le fait rentrer avec un ami à moi dans une Kia Picanto. On avait trouvé les clés. Okay. Je sais pas comment. Ah ouais, qui était... Ouais, on trouve les clés. Baruch Hashem, il prend... Il a réussi à faire tout Kfaraza sans qu'il le voie. Encore un S. Et Baruch Hashem, il est arrivé. Aujourd'hui, il est guéri. Shiloh Karmi. Et voilà. Ça, c'était au niveau des blessés. Baruch Hashem, les deux en vie. Et ils sont arrivés comme il faut. Aussi avec la protection d'Hachem. Mais pour revenir à la fin de l'histoire, en réalité, après cette histoire, j'ai compris qu'en fait, sans Hachem, c'était fini depuis longtemps. Et que j'avais aucune raison d'avoir, en réalité, peur, parce que je voyais que c'était Hachem qui guidait tout. Donc, s'il veut qu'on parte, il serait parti avant. S'il veut qu'on parte après, c'est Hachem qui veut aussi, parce que là, si ça aurait été que nous, on aurait été morts enterrés depuis longtemps. Ça, tu l'as compris pendant que tu y étais? En fait, je l'ai compris pendant quelques minutes. Ouais. Et après, en fait, je suis reparti dans l'adrénaline, donc il y a un peu tout qui s'est un peu débordé quoi en moi. Donc on a continué comme ça. J'ai encore beaucoup d'histoires, mais c'était vraiment l'histoire que je voulais raconter à ce moment-là, et c'est surtout celle qui, pour moi aujourd'hui, est mon histoire du 7 octobre. Après ça, Baruch Hashem, en tant que Raya la Golani, on finit cette journée, on reste 2 semaines à protéger, à faire quelques petites choses par rapport aux terroristes qui restaient en Eretz Israël, Gaza. Pendant quelques bons mois. Après, Baruch Hashem, on fait un Krav Hagana, donc on défend le Tzafon au niveau du Liban. La frontière du Liban, on monte complètement au Liban. Et après, on rentre au Liban aussi pendant longtemps. Et la fin de Mouchirout, on repart à Gaza. Maintenant... Ton 7 octobre, il te reste encore 2 ans d'armée après. Exactement. On était... T'as réussi à continuer J'étais vraiment au niveau de l'armée bien jeune. Au niveau de la vie aussi. Ouais. Mais pour l'armée, j'étais bien jeune. Okay, et je pense que ça a été à la fin, oui, des fois des difficultés, mais aussi une grande force pour moi de continuer. Parce que je me suis dit, si on a passé ça, Katan Alen. Ouais. C'est petit, tu vois, on va le faire. Même si c'est dur, il faut pas se mentir, c'était pas tous les jours facile. Mais à la fin de mon armée, c'est quelque chose de très personnel que je vais raconter là. Mais je rentre en fait à Gaza pendant 65 jours, donc c'était les 65e derniers jours de mon armée. Et 2-3 jours avant de sortir de Gaza, j'ai un bon ami à moi qui vient, on dormait ensemble dans la même chambre, et il me dit « Tu serais prêt à te prendre une balle pour moi ?» De nulle part. Et je le regarde comme ça, et en fait il y a toute mon armée comme ça, les 3 ans qui défilent dans ma tête, avec le 7 octobre, avec ces histoires, avec les trucs, et je le regarde, et je lui dis, oui, je suis prêt à en prendre vraiment une pour toi. Et il me dit, moi aussi, Aaron. Et quand j'y ai repensé, c'est ça qui est très personnel, mais le 7 octobre, moi, j'étais beaucoup derrière. Ça veut dire qu'en fait, moi, je devais un peu fermer, les conditions ont fait que je devais fermer les forces, donc mes amis. Beaucoup de fois, il y avait en fait des petits combats, c'est qui va rester vraiment derrière, tu vois. J'essayais toujours un peu de courir un peu plus vite pour être peut-être l'avant-dernier ou rester un peu au milieu pour être détente, et c'était vraiment dur pour moi de rester complètement derrière et de me dire s'il y a un truc, c'est moi.
Dire équipe. s'il y a quelqu'un qui arrive de derrière, c'est toi le premier. Exactement. Quand tu dis que t'es derrière, à Cavana, en fait, t'es le premier. En fait, je suis le premier derrière, Ok. sauf que Sauf il y a que des moments où où t'essayais de pas être. on essayait un peu D'être entre nous l'avant-dernier. d'être l'avant-dernier, J'ai d'être le compris, troisième. d'accord. Et en fait, c'était un peu on oublie le dernier. Ok. Et c'était avec moi, tu vois, ce sentiment. Baruch Hashem, on a fait ce qu'on a fait, on était là, on s'est pas sauvé, on s'est battu, Baruch Hashem. Mais ce petit côté-là, envers mes amis, eh ben, il était quand même resté dans mon cœur, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là où, en fait, Ziv, il s'appelle Ziv, mon ami à Gaza, 2 jours avant que je finisse, qui me demande ça, et je lui dis de tout mon cœur oui. Et j'ai compris qu'en réalité, ce que l'armée, Baruch Hashem, elle m'avait permis de passer, je pense que c'est ça, devenir un guéver, et devenir quelqu'un qui est Besofo Shelium, un Chayal. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est des coachs Kodashim. Je me parle pas du tout à moi, mais à ce moment-là, oui, tous les Chayalim pour moi, c'est des Kedoshim. Mais en fait, je comprends que j'ai fini l'armée en ayant le pouvoir de m'annuler pour donner à l'autre. Vraiment, réellement, même si ça coûterait ma vie. Et ça m'a pris 3 ans avec beaucoup de nissim et beaucoup de miracles, mais je le comprenais pas, vraiment. Et à ce moment-là, c'est pas pour rien que mon armée, elle s'est finie comme ça. Quand il m'a dit ça, et ben, je l'ai regardé, je lui ai dit oui, et j'ai compris que j'avais vraiment passé un processus qui était incroyable. Et aujourd'hui, je pense qu'à la fin, toute l'armée et toutes les guerres qu'on passe, c'est pour déjà comprendre l'importance de la Vatrinam, que même si on se connaît pas tellement, à la fin, il y a des petits jeunes de 18 ans qui sont prêts à mourir. Et par contre, il y a des gens qui ont 50 piges après une carrière, après énormément de choses qu'ils ont vécues, et qui se crachent encore dessus à cause de, je vais pas dire les noms, mais de politique ou de bêtises. Et je pense qu'il faut apprendre énormément de nos jeunes Khayalim. Au niveau de l'histoire, c'est pour résumer, mais au niveau de l'histoire de... Alors juste, tu me fais penser à ce qu'il dit toujours mon Rav le Ravinien. Tu sais, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. C'est notre inam. C'est notre inam. Et il dit comme ça, si on est revenu en Israël, apparemment, c'est que cette maladie-là de la haine gratuite, elle est guérie. Elle est guérie. Ça veut dire que si on est parti d'Israël à cause de la haine gratuite, si maintenant on revient, c'est qu'on est guéri. Et là, tout le monde lui pose la question, mais tu regardes pas les impôts. Tu vois pas ce qui se passe. Il est pas informé. Tu vois pas ce qui se passe à la Knesset, à l'Assemblée, et tu vois pas, il y a encore de la haine gratuite, ça. Et il dit, la preuve qu'on est guéri, c'est Tzahal. C'est-à-dire que le fait que il y a dans le peuple comme ça une force qui dit, moi je suis prêt à mourir pour n'importe quel juif sans les connaître, et qu'on n'est pas d'accord et que tout ce que tu veux, mais on est prêt à mourir l'un pour l'autre. C'est-à-dire que le fond de la maladie de cette haine gratuite, il est guéri. Après, est-ce qu'il reste encore des petits symptômes extérieurs? Oui. Est-ce qu'il y en a qui adorent mettre le zoom sur les symptômes extérieurs? Bien sûr. Mais Tzahal, c'est la preuve. C'est la preuve que, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi à 100%. Quand t'as raconté ton histoire aux élèves, il y a un élève qui t'a posé la question, et il t'a dit, à ce moment-là, je reviens quand t'es sur le toit, il y a, bon, tu t'en doutes à peu près, mais genre, il y a 150 terroristes autour de toi, tu sais pas combien, mais bon, ils arrivent. En gros, ça, dans ta tête, c'est un peu fini, on va dire. En tout cas, c'est le genre de pensée qui arrive. Et là, il t'a posé la question, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, mais purée, pourquoi je me suis engagé? Voire pire, purée, quel idiot de m'être engagé. Tu sais, genre, si vraiment on la pousse, tu vois. Ouais. Et je me rappelle de ce que t'as répondu comme ça en tac au tac. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Tu te rappelles que t'as répondu? Ouais. Vas-y. En fait, le sentiment que j'ai eu, que j'étais jamais autant à ma place de ma vie à ce moment-là, c'était la réponse, quoi. C'est ça que t'as dit. Je me posais même pas la question. Écoute, tu l'avais été. Lui, il t'a dit, est-ce que tu te sens pas bête d'être ici? Alors qu'il y a des gens, tu vois, ils se font pas tirer dessus, tu vois. Ouais. Ils sont pas là. Et toi, t'as dit, je me suis jamais senti autant à ma place de ma vie. Alors, tu peux expliquer, c'est un sentiment profond. Okay. Je pense que je suis pas marié, mais je pense que les gens mariés, ils peuvent me comprendre. Quand il y en a qui disent, je l'ai rencontrée, je sais que c'était elle. Ouais. Ce sentiment de, t'es sûr que t'es au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne. C'était exactement le même sentiment. Incroyable. Ouais. Malgré tout ce qu'il y avait autour. Et pour revenir à l'histoire, parce que vraiment c'est ça aujourd'hui, Baruch Hashem, que j'essaye même moi de me rappeler tout le temps,
c'est en fait au niveau de l'histoire du toit. Ouais. On était sur le toit et que j'ai vu des amis qui étaient même pas religieux, qui regardent le ciel. Ça m'a confirmé, je l'avais entendu une fois, mais ça m'avait confirmé qu'un juif avec une échama peut être très loin. Ouais. Mais au moment où il aura un vrai problème, c'est en haut qu'il regardera. Ça n'échama, C'est vers Hachem. C'est vers Hachem. Et je l'ai compris à ce moment-là, et ça me tient vraiment aujourd'hui parce que je le vois, je sens que c'est vrai. Et c'est facile à dire. Et je l'avais dit aussi aux élèves. Et je me parle à moi-même. Mais quand tout va bien, c'est très facile d'oublier Hachem. En malasot, c'est vrai. Mais par contre, quand tout va mal, moi et mes amis, on n'a été que vers lui, et j'en suis sûr aujourd'hui que c'est ça qui nous a sauvés. Certains. Et à ce moment-là, en fait, j'ai compris que il faut essayer le plus possible, en fait, de pas attendre d'avoir des galères pour regarder Hachem, et d'essayer, même quand tout va bien, même quand on est là, au Hachem, assis à Jérusalem, en train d'étudier la Torah, de comprendre que c'est pas stam, qu'il y a des gens, il y a du sang qui a coulé pour qu'on soit là, et que chaque moment et chaque seconde où on est là, c'est un miracle. H24. H24, c'est ce que je disais aussi au Talmudim. Mais si les Arabes autour de nous se décident de se réveiller, ce n'est pas logique qu'ils ne le fassent pas. Ils ont toutes les raisons de le faire à la fin. Et ils le font pas. Et nous, on oublie. On rentre dans une routine, et même dans nos vies de tous les jours. Ça veut dire, même moi, le premier, je me lève, le petit café, je vais faire un peu de Torah, je vais travailler. Hachem, il est où dans tout ça? Par contre, boum. On peut se plaindre pour des petits trucs. Et à la fin, tu te plains dans des petites choses et tu comprends. Donc, Bezrat Hachem, je sais pas qui la verra cette vidéo. Ceux qui doivent. Ceux qui doivent le voir. N'attendez pas d'avoir des galères pour regarder Hachem et pour le remercier. J'avais vu une phrase que j'avais kiffé. Aujourd'hui, je me suis levé à Jérusalem. Tout le reste, c'est du bonus. En hébreu, ça sonne mieux. Mais quand la charte bonus. Il y a fait, c'est un mérite d'avoir ce genre d'histoire pour nous le rappeler. Et aujourd'hui, comme ça, donc on est presque 3 ans après. Comment tu vis les choses? Comment tu prends les choses? Où t'en es? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question. Je pense qu'en fait, il faut beaucoup de temps pour déjà digérer tout ce qu'on doit digérer en tant qu'être humain à la fin. Mais ce que je suis sûr, c'est que la seule chose qui me tient positif à 100%, sans me poser des questions qu'il faut pas que je me pose, c'est que la Emouna. Et c'est très personnel, mais je sais que la Emouna, elle vient qu'à travers la Torah. Je le vois. Parce qu'après l'armée, j'étais pas directement complètement dans la Torah. Et c'était dans ces moments-là que c'était dur pour moi. Dur pour moi, où je me posais énormément cette question, pourquoi je reste en vie? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais devoir payer pour rester en vie? C'est impossible, je comprends pas. Et au moment où, Baruch Hashem, je me suis reconnecté complètement au fait de vraiment essayer de vivre le fait que tout est Hashem, tout ce monde c'est Hashem, et Hashem est bien, même si nous, on n'a pas des fois les bonnes lunettes pour comprendre que même les choses qui nous paraissent un peu mal sont en réalité des choses qui devaient arriver et qui sont pour le bien. Ça, on dit Akol Letova, c'est tout est pour le bien. Ça veut pas dire que c'est bien maintenant. Ça veut dire qu'en réalité, il peut... Letova, on dit pas Akol Tov. Parce qu'à la fin, les gens qui disent c'était bien, c'est pas vrai. Non, c'était pas à la fin, c'était pas bien. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui étaient pas bien, comme la Shoah, comme Baruch Hashem, parce que tout ce qu'on passe à la fin, il y a des choses compliquées, mais je suis sûr que c'est pour Bezrat Hashem qu'on a un avenir qui est la Géoula, Cher Tzidkenu, Vekarov, que tous nos Chayalim qui sont partis, tous les gens qui sont partis de notre peuple, ils reviennent. Et voilà, c'était un plaisir de raconter. Toda Rabba. Be'ava, Rabba. C'était un témoignage hyper important. Baruch Hashem. Comment t'expliques qu'on n'ait pas une tonne de témoignages comme ça? Déjà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà qui sont un peu plus fermés. Ça veut dire, c'est pas simple. C'est pas trop dur, ça va, ça a l'air de... En fait, c'est comme je le vois comme l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Donc, ça me donne un sens et ça me donne aussi un boost pour la raconter. Mais je pense que pas tout le monde pense comme ça. Et en fait, c'est un peu triste à dire, mais il y a eu tellement d'histoires que les gens peut-être ils se sont dit, chacun se dit, c'est possible que lui il ait passé pire, il a rien raconté, donc pourquoi moi je raconterais. Tu vois. Et puis en vérité, dans une perspective, on n'est pas si longtemps après, puis on est bien là, C'est ça.
on est un peu encore pendant en fait l'événement quelque part. Ouais. Donc C'est vrai. je comprends. En tout cas, merci beaucoup. Je te finis avec un petit ridouche que j'ai entendu hier. Ah, c'est ça qu'on aime. Ah oui, bâtard. C'est pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il donne la lettre Yud à Yehoshua juste avant qu'il aille explorer la terre d'Israël. Okay. Il s'appelle Oshéa Nachon. avant d'explorer. Et puis Moshe il lui dit attends, je vais t'appeler Yehoshua avec, je vais te rajouter un petit cadeau. Un petit Yud. Rachid dit pour te sauver de la faute des explorateurs. Tu vois, comme quoi ce Yud va le sauver de la faute des explorateurs. Tu vois. J'ai entendu une explication sympa, c'est que le Yud en fait, il met le nom d'Yehoshua du présent au futur. Là, genre Oshéa c'est au présent, Yehoshua c'est il délivrera. C'est au futur, tu vois. Okay. Donc ouais, il dit si tu regardes la terre d'Israël au présent, c'est pas compliqué. C'est une terre qui mange ses habitants, c'est une terre où il y a des géants, c'est compliqué. Si tu la regardes au futur, alors là, hein, tu peux garder toute ta certitude et toute ta émouna comme t'en as parlé. Cheniske. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.